Salut Héloïse. Salut Pierre. Merci Héloïse d'avoir accepté mon invitation. Héloïse, tu es souvent invitée de la Médinale. On fait souvent appel à toi, à tes lumières et à tes informations aussi pour parler de la question migratoire, de la question des migrants, de leur situation, notamment dans cette période de grand froid. Tu es la présidente du BAM, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Les migrants ne font pas vraiment l'actualité en ce moment et pourtant, justement, je le disais, avec le grand froid de ces derniers jours et des jours à venir, la situation devient de plus en plus préoccupante pour les enfants, pour les familles. À Calais, presque tous les jours, on assiste à des démantèlements de camps avec des confiscations de tentes, de duvets, d'effets personnels, ce qui paraît assez surréaliste. Il y a un peu plus de 2 ans, Regard avait lancé avec d'autres médias une initiative qu'on avait appelée pour l'accueil des migrants. Rien, absolument rien n'est fait pour accueillir ces familles en ce moment, Héloïse. Alors, rien n'est fait pour accueillir ces familles. Une petite avancée, c'est la mairie de Paris qui a ouvert avec la préfecture de police de Paris un centre pour les mineurs isolés étrangers. Mais ils avaient promis 100 places pour ces mineurs isolés étrangers et en fait, on se retrouve seulement avec 40 places pour les 10 mineurs. Or, c'est les publics les plus précaires des précaires, les mineurs isolés étrangers, parce qu'ils sont sans famille sur le territoire français, ils sont sans soutien. Ça pose le premier jalon du problème, c'est-à-dire que l'insuffisance des espaces d'accueil pour les mineurs isolés étrangers, pour les étrangers en règle générale, pour les demandeurs d'asile, pour les migrants sans papier, sont terribles. Mais qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète l'insuffisance de notre système d'hébergement en France. On note Tu parles d'insuffisance. Quand je lisais les papiers suite à la presse locale dans le Nord, ou dans le Nord et le Pas-de-Calais d'ailleurs, là où il y a eu beaucoup d'interventions de police, justement quand j'évoquais les confiscations d'effets personnels, les tentes et les duvets ces derniers jours, euh, les autorités locales disent qu'il n'y a pas de solution d'hébergement. Toi, Alors tu parles d'insuffisance, mais c'est quoi? C'est qu'on ne mobilise pas les locaux qui devraient être mobilisés? en fait, la première chose, c'est qu'on n'applique pas la loi de réquisition sur les logements vides, sur les entreprises vides, sur les espaces vides. Par exemple, à Paris, il y a des milliers de mètres carrés qui sont vides et dans lesquels on pourrait accueillir des personnes. Par ailleurs, je parle d'insuffisance, mais je parle aussi d'incompétence, de laxisme total dans les politiques publiques d'hébergement. Pourquoi? Parce qu'on se sert de la politique d'hébergement et de l'incapacité des pouvoirs publics à les mobiliser, de ces espaces vides, pour en fait dissuader les migrants de s'installer sur le territoire français. Tout ça fait partie d'une politique plus globale. Tu parlais de Calais. À Calais, c'est la police municipale, c'est la police nationale qui éventre les tentes des migrants, qui leur confisque leur matériel. Alors, quand on parle de matériel, on parle de duvet, hein. On parle de duvet, de réchaud, etc. Et c'est la même chose à Paris. À Paris, les migrants sont repoussés le plus loin possible de la capitale pour qu'ils soient invisibles. Les associations de solidarité sont empêchées de faire des distributions alimentaires. Donc, ça veut dire quoi? Verbalisé? Ouais, et ils sont verbalisés, mais ça veut dire quoi ce pays où on empêche des personnes solidaires qui ne reçoivent aucune subvention publique de distribuer des repas chauds, des thés, des cafés? On sait que là, il va y avoir des morts. On sait qu'il y a des gens qui vont mourir de froid Tu as le en France. sentiment que parmi les militants des associations, notamment qui interviennent auprès plus particulièrement des migrants, qu'elles baissent les bras, qu'il y a un relâchement justement compte tenu de la répression qu'il y a en ce moment? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, toutes les associations sont mobilisées auprès des publics migrants, que ce soit par ces distributions, mais aussi par l'aide plus invisible qu'on ne voit pas, l'aide pour les titres, pour l'obtention des titres de séjour, et ce, malgré tous les bâtons qu'on nous met dans les roues. J'en veux pour preuve, par exemple, avec les nouvelles normes sanitaires, la Cour nationale du droit d'asile est fermée, c'est-à-dire que les audiences ne sont plus publiques. Qu'est-ce que ça veut dire en France que des audiences ne soient plus publiques? Qu'est-ce que c'est que cette justice qui se joue à huis clos sans que personne ne puisse venir assister aux audiences, sans que personne ne puisse venir accompagner, aider, voir ce qui se passe, contrôler, parce que ça fait partie des devoirs citoyens aussi de contrôler, de pouvoir regarder ce qui se passe devant les tribunaux. Donc en fait, on a l'impression que tout est utilisé pour marginaliser, stigmatiser et renforcer la surveillance sur les migrants. Et en fait, on prend prétexte des normes Covid
que nous, on a appliqué dès le premier jour via des protocoles sanitaires très stricts au BAM, mais comme dans beaucoup d'associations de soutien aux migrants. Mais on prend prétexte, les pouvoirs publics prennent prétexte de ces nouvelles normes sanitaires pour contrôler plus efficacement ces populations qu'elles considèrent comme dangereuses. Et ça, c'est un vrai problème. C'est encore une fois une justice d'exception. La plupart des audiences sont publiques en France actuellement, malgré les normes Covid. Seules celles pour les étrangers se déroulent à huis clos. Qu'est-ce que ça a changé, cette période du Covid? Quel constat tu fais depuis un an? On voit dans les pays voisins, en Espagne, au Portugal, en Italie, il y a eu des dispositions prises de manière urgente pour justement sécuriser les migrants. Il y a eu des régularisations temporaires, il y a eu il y a eu des moyens qui ont été dépensés de manière très ciblée sur les populations migrantes. Au Royaume-Uni, on a appris hier ou avant-hier que les vaccins seraient à disposition aussi des familles migrantes. Donc les migrants seront vaccinés au Royaume-Uni. En France, qu'est-ce qu'on fait pour les migrants? En France, ils sont Dans soumis… cette période du Covid. Alors, en France, il faut savoir une chose, c'est que, par exemple, rien n'est fait, il n'y a pas de vaccination d'urgence pour ces populations cibles, c'est-à-dire qu'elles sont rangées au même rang que tout le monde. Ouais. C'est des populations jeunes, donc elles ne sont pas prioritaires sur les vaccinations. Or, on sait que les migrants, c'est les personnes qui vivent dans la rue ou qui vivent dans des centres d'hébergement qui ne sont absolument pas aux normes Covid, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui parfois vivent à 3, 6 dans des chambres qui sont en fait faites pour une seule personne. Donc, tout le monde se repasse joyeusement le virus sans que rien ne soit fait. Et ce, malgré parfois l'intervention des travailleurs sociaux, parce que les travailleurs sociaux, ils se débattent avec ces normes, ces choses, sans que rien ne soit fait pour les aider. Ils se battent pour avoir des masques, ils se battent pour mettre des migrants en isolement quand ils le peuvent. Mais en fait, les centres d'hébergement n'ont rien prévu pour ça. Et c'est pire encore dans la rue, puisque dans la rue, finalement, froid plus Covid, ça donne quoi? Ça donne des personnes qui essayent de se cacher des autorités, puisque il faut rappeler aussi une chose, c'est que les normes Covid, et donc le fait qu'il y ait un couvre-feu, etc., ça stigmatise les populations les plus précaires qui sont dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est celles qui sont le plus soumises au contrôle policier. Or, Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, qui n'est pas un violeur, mais à qui il ne faut pas dire que c'est un violeur, se sert de ça pour contrôler socialement des populations qui, de fait, se retrouvent dans la rue et se retrouvent systématiquement soumises à contraventions, etc. Nous, on se retrouve dans nos permanences sociales avec des gens qui ont pris plusieurs amendes pour non-respect du couvre-feu. Qu'est-ce que ça veut dire, le non-respect du couvre-feu, quand tu vis dans la rue, en fait, et que tu n'as pas de lieu pour te mettre à l'abri? Ouais. Hier, je ne sais pas si tu as suivi, mais la Commission européenne a diffusé une directive, ou oui, ce n'est pas une directive, mais en tout cas Pour un texte renforcer les expulsions. Voilà, qui propose aux pays membres de l'Union européenne d'accélérer les expulsions des migrants qui ne remplissent pas les conditions de demande d'asile. Le texte que la Commission a envoyé prévoit d'infliger des amendes aux pays qui ne respecteraient pas justement cette nouvelle proposition, cette nouvelle mesure qui vise à accélérer les procédures d'expulsion. Comment comprendre cette accélération dans ce moment précis où certains pays sont confinés, certains autres connaissent le couvre-feu? Comment comprendre cette décision, cette accélération maintenant sur cette population qui est une population doublement précaire, quoi, enfin, triplement précaire? Mais c'est intéressant aussi ce que dit la Commission européenne, enfin c'est très particulier, elle dit oui, les frontières sont fermées, sauf pour l'expulsion des migrants. C'est-à-dire qu'on fait une priorité d'expulser ces personnes, parfois vers la mort, parce que je rappelle que quelqu'un qui a demandé l'asile et qui vient d'Afghanistan a toutes les chances de se faire tuer quand il arrive dans son pays d'origine, parce que c'est ça la réalité. Une personne qui aurait demandé, qui est soudanaise et qui aurait demandé l'asile ou Darfouri, etc., aura, et on a plusieurs preuves de ça, d'exécution dans l'arrivée des pays d'origine, ou par exemple, je parlais de l'Afghanistan, en ce moment, il y a un attentat par jour à Kaboul. Un attentat par jour. Donc, on renvoie en fait des personnes vers la mort, mais on est très, très pressé de le faire. Parce que c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on se dit les frontières sont fermées, oui, pour les gens qui ont la nationalité des États pour lesquels les frontières sont fermées. Mais si tu es irrégulier sur le territoire national, si
tu es demandeur d'asile et que tu es en procédure Dublin, si tu es en fuite, etc., pour le coup, les règles sanitaires ne s'appliquent pas à toi. Et pourquoi elle prend C'est-à-dire que… cette décision, la Commission européenne? Parce que la crise sanitaire, justement, aurait justement arrêté, stoppé justement ces OQTF, les obligations à quitter le territoire Alors non. français. Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu autant d'expulsions pendant toute cette période? Alors, en fait, il faut détacher, c'est-à-dire que les obligations de quitter le territoire français, elles pleuvent, D'accord. d'accord? Et le plus souvent, elles sont accompagnées de ce qu'on appelle une IRTF, une interdiction de retour sur le territoire français qui ne devient exécutoire qu'une fois qu'elle a été appliquée, d'accord? Et cette interdiction de retour sur le territoire français, elle dure 3 ans et elle t'empêche, soyons concrets, d'obtenir des visas par la suite. Donc, si même tu voulais rentrer, par exemple, en France légalement, tu ne pourrais pas le faire puisque le système qui est mis en place pour l'obtention des visas t'interdit d'obtenir un visa si tu as eu cette IRTF. Donc, en fait, on a un système qui est exceptionnel, c'est-à-dire qui ne s'applique qu'aux étrangers. Le souci qu'il y a, c'est qu'effectivement, les centres de rétention administrative sont pleins. Ouais. Les centres de rétention administrative craquent, donc que faire de cette population si ce n'est soit la relâcher, soit l'expulser? Vous A avez accès, priori, vous, en tant qu'association, à ces centres de rétention? alors tout le monde peut venir visiter des personnes en centre de rétention administratif, mais on n'a pas accès au centre en tant que tel, on a accès aux espaces de visite. Et ça, c'est très important parce que, en fait, une centre de rétention administratif, c'est une prison pour étrangers. Et je rappelle que c'est des personnes qui n'ont commis aucun délit. Ce sont des personnes dont le seul problème, voilà, c'est d'être irrégulier sur le territoire Dans français. lesquels on trouve aussi des enfants en très bas âge. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi le cas des zones d'attente. Actuellement, il y a des bébés en zone d'attente en France. Donc, et on sait que la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ces centres de rétention administrative, pour ces zones d'attente. Mais rien ne bouge, rien n'est fait. Et on parle souvent de droits de l'homme en France et de liberté fondamentale, etc. La France devrait bien se regarder un petit peu avant de parler de liberté fondamentale et de droits humains dans les autres pays. Moi, j'ai été très surprise de voir, par exemple, le gouvernement français extrêmement mobilisé sur les prisons américaines pour étrangers. Elle fait exactement la même chose en France. Il y a 3 semaines, Génération Identitaire a organisé une nouvelle opération anti-migrants, cette fois dans les Pyrénées. Je suppose que tu soutiens la demande de dissolution de cette organisation, de ce groupuscule. Moi, je suis pour que Génération Identitaire, oui, bien sûr, soit dissoute, mais je suis aussi pour qu'il disparaisse totalement. C'est-à-dire, je soutiens la dissolution. La dissolution ne réglera pas le problème, quoi. Mais je pense que la dissolution leur mettra un petit coup d'arrêt, mais que ça ne sera pas malheureusement la solution à tout. La vraie solution, c'est de mener une véritable lutte contre ces mouvements fascistes, parce que ce sont des mouvements fascistes et qui, en plus, sont criminels. Parce que quand tu empêches comme ça, quand tu vas dans les Pyrénées, quand tu vas dans les Alpes, comme ils l'ont fait précédemment, pour chasser du migrant, comme ils le disent, concrètement, tu mets des gens en danger qui sont souvent en claquettes dans les Pyrénées, parce que c'est ça la réalité, c'est que les gens viennent en petite basket, en claquettes, etc. Et quand tu as une centaine de fascistes à tes trousses, tu as des chances de tomber, tu as des chances de te cacher, donc de mourir de froid, etc. On sait actuellement qu'on retrouve des migrants morts de froid dans les Alpes et dans les Pyrénées. Est-ce qu'on va laisser longtemps ces personnes sans les poursuivre devant les tribunaux? Moi, c'est ça qui me choque. J'entends beaucoup Darmanin dire que peut-être, oui, on verra pour la dissolution, mais poursuis-les. Poursuis-les. Traduis-les en justice, parce que ces gens sont criminels. J'ai une dernière question pour toi, Héloïse. Ce soir, France 2 organise son grand débat entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. Tu fais partie de ceux et celles qui pensent qu'on nous prépare à l'élection de Marine Le Pen en 2022, que ce n'est plus une hypothèse, que c'est devenu que ce n'est plus une hypothèse farfelue plutôt, que c'est devenu une hypothèse totalement crédible? C'est devenu assez crédible depuis un certain temps quand même, hein. Enfin, je veux dire, elle arrive souvent au deuxième tour quand même depuis un certain temps. Mais le problème qui se pose, et moi c'est ça qui m'inquiète encore plus, je lisais encore un article ce matin sur ce débat, et il est dit que les thématiques se sont
qui seront abordées seront celles du Rassemblement national. Et en fait, Darmanin se place dans la position, et son cabinet le dit, hein, les proches de Darmanin, comme on dit dans les milieux officiels, disent qu'en fait, ils veulent réussir à prouver que sur les thématiques islam, sécurité, migration, c'est eux qui mettent réellement des politiques en pratique et que, en gros, Marine Le Pen serait une espèce de penseur hors sol. Mais en fait, le Rassemblement national a déjà gagné. Si on s'aligne sur le fait qu'il faut mettre les politiques du Rassemblement national en pratique et que cela est fait par le ministère de l'Intérieur, effectivement, on nous prépare à l'élection. Enfin, je veux dire, c'est même pas qu'on nous prépare à l'élection, c'est qu'on n'a même plus besoin d'élection, en fait. Tu vas regarder le débat ? Bah, bien sûr, je vais regarder le débat. Bah, écoutez, entre une reprise de justice et un violeur, bon, on va être là, ouais. Ça va être intéressant comme débat. Non, mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'à la télévision ce soir, vont débattre une personne qui va être, on l'espère, peut-être jugée pour viol, et une personne qui a été plusieurs fois traduite devant les tribunaux pour incitation à la haine raciale, abus de biens sociaux, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir deux criminels, ou en tout cas deux délinquants à la télévision ce soir. C'est quand même particulier, la France, enfin, tu vois. Eh bien, on va regarder. Et il y a aussi, je crois, Mélenchon chez Hanouna, et il y a aussi une émission politique avec plusieurs politiques qui mais organisent. ça, c'est aussi intéressant. Ouais, il y a Mélenchon chez Hanouna, mais ça, c'est pareil. Quand Hanouna invite Génération Identitaire, on laisse la place aussi à ces personnes pour déblatérer toute leur haine raciste. Donc, j'espère que Mélenchon va pouvoir prendre position sur cette question-là et va condamner l'invitation de Génération Identitaire par Cyril Hanouna. On verra. Bah, merci à toi. Merci à toi, Héloïse. À bientôt. À bientôt.